Salutations fraternelles à tous les internautes, plus particulièrement ceux qui suivent Suicide TV. C'est notre quatrième numéro de l'émission Feedback. Aujourd'hui, nous sommes hors de notre cadre. Nous sommes ici au cœur de la banlieue, à Yeumbeul. Alors, nous sommes plus précisément au centre Nanondéral. Un grand centre qui abrite beaucoup de choses. Et parmi ces choses, il y a la bibliothèque communautaire. Et quand on parle de bibliothèque au cœur de la banlieue, ça fait penser à beaucoup de choses. Parce que souvent, la banlieue, elle est laissée en rade. Souvent, les choses qui ont un rapport avec l'intellect n'y sont pas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un étudiant en L3 à l'université numérique Cheikh Anta Diop, un diplômé de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Mais également, c'est un journaliste. C'est pourquoi il me serait peut-être même très difficile de lui poser un certain nombre de questions. Je suis en face d'un journaliste. Je pense que ce n'est pas une usurpation de fonction. Alors, il est diplômé en journalisme, communication et métier du web à l'IGICOM. C'est également, surtout, c'est cet aspect qui nous intéresse. Il est membre fondateur du club de lecture. Aujourd'hui, si beaucoup de jeunes Yeumbeullois se rencontrent ici dans cette bibliothèque, on peut dire c'est grâce à lui. Il est passionné donc de journalisme et de communication. Il s'agit d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade de Yeumbeul. Abdoulaye, bonjour. Bonjour Ismaïla. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie, tout le plaisir est pour nous. Merci beaucoup. Alors, Abdoulaye, on parle de la mort de la lecture. On constate que les jeunes ne lisent plus. C'est la raison pour laquelle les parents, les responsables académiques, les autorités d'une manière générale s'indignent de ce fait-là. Quelle est votre lecture sur ça? Oui, merci beaucoup Ismaïla. Je dois déjà commencer par vous remercier encore une fois pour cette invitation et remercier le responsable de la bibliothèque, Madame Fall. Donc c'est après ces indications qu'on représente aujourd'hui le club dans cette émission, et remercier également l'ensemble des membres du club de lecture. Je fais partie des membres fondateurs effectivement, mais c'est vraiment tout un groupe avec beaucoup d'autres élèves et étudiants engagés également, sensibles à la lecture. Mais c'est un club qui est né comme ça, comme vous avez dit, dans un contexte où on parle souvent bon, je n'irai pas jusqu'à dire mort de la lecture, mais bon, la lecture en tout cas a perdu beaucoup de ses adeptes, dû principalement à plusieurs facteurs. Mais déjà, c'est un club comme ça donc, qui est né dans cette bibliothèque que vous avez présentée tout à l'heure. Nous reviendrons sur ce club. Voilà. Est-ce que c'est un peu, je ne sais pas, c'est une surprise si je peux m'exprimer ainsi, une bibliothèque au cœur de la banlieue. Oui, avec tous ces livres, tous ces ouvrages-là qu'on voit. C'est tout à fait le cas. Maintenant, bon, c'est une bibliothèque qui date. Je sais que ça a formé des générations et des générations. Malheureusement, comme vous avez dit, effectivement, donc comme vous avez dit, bon, peut-être que c'est la banlieue qui tarde en ce moment en tout cas à s'approprier vraiment de la bibliothèque. Et notre combat aussi, c'est aussi ça, faire de sorte que les gens découvrent ce joyau que nous avons ici et qu'ils viennent s'y ressourcer. Maintenant, pour en revenir à votre question. Joyeux parce que tout simplement, quand on voit le fonds bibliothécaire qui existe ici, bon, je n'ai pas fait d'études comparatives avec d'autres bibliothèques, mais je sais, pour avoir eu à fréquenter d'autres bibliothèques, je sais qu'on a en tout cas des ressources extrêmement en tout cas importantes ici, et qu'on a également l'accès qui est très facile, parce que quand on te dit que tu payes 5 000 francs pour une carte qui te couvre pour toute une année, tu as accès à des œuvres, à une multitude d'œuvres. Je crois que ça en vaut la peine. Donc c'est pourquoi j'appelle ça joyau. Maintenant, dans un contexte également où les gens ne lisent pas beaucoup ou ne lisent plus suffisamment,
je pense que c'est également un joyau d'avoir ça dans une localité comme celle-ci. Les jeunes, d'une manière générale, les apprenants, est-ce que réellement c'est pour les habitants de Yeumbeul, les étudiants, les élèves, est-ce qu'ils fréquentent réellement, est-ce qu'ils sont conscients de l'existence de cette bibliothèque, de ce joyau, comme vous l'avez dit? Oui, il y a une conscience, même si après, je pense qu'il y a des efforts à faire sur la communication pour faire de sorte que les gens fréquentent davantage, parce qu'il y a une salle de révision qui est assez spacieuse, qui peut prendre beaucoup d'élèves, d'étudiants et de professionnels. Et je pense que ce n'est pas une bibliothèque réservée uniquement aux populations qui habitent en tout cas dans l'environnement immédiat, que ce soit Yeumbeul, Keur Massar. Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres localités, qui fréquentent la bibliothèque, que ce soit des professionnels, des étudiants, parce que tout simplement... Est-ce qu'elle est réellement fréquentée? Elle est fréquentée, les usagers sont là, bon, ils font usage des livres, des ouvrages, mais aussi de la salle, de la connectivité, puisqu'il y a le Wi-Fi qui est disponible pour les usagers, ce qui facilite. Pour le Wi-Fi? Oui, bon, mais quand même, bon, quand on parle de bibliothèque au XXIe siècle, il est difficile de dissocier, en tout cas les œuvres physiques des œuvres numériques, et l'accès aux œuvres numériques passe par la connexion. Donc je pense, oui, il faudrait peut-être des politiques pour sensibiliser, en tout cas, les usagers. Où est-ce que vous en êtes? Oui, je pense que ça fait partie des réflexions des responsables de la bibliothèque, faire de sorte que les usagers vraiment fassent une utilisation, disons, responsable de la connexion, puisque l'idée, c'est qu'on est venu pour se former et on doit vraiment rester dans ce cadre-là. D'accord, vous avez parlé d'un élément très important, il s'agit de livres électroniques. Est-ce que donc les gens, les apprenants, les jeunes d'une manière générale ne vont pas vers ces livres-là? Oui, c'est une tendance qui commence à se généraliser. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent plus aux œuvres numériques qu'aux œuvres physiques. Même si après, on doit vraiment se poser là. Parce que moi, je me dis que quand on est passionné de lecture, n'est-ce pas, feuilleter des pages, toucher le livre, sentir peut-être la poussière, sentir également les mots, même s'ils sont abstraits, je pense qu'il n'y a que ce plaisir-là, on ne peut se le procurer qu'avec un livre physique. Maintenant, vouloir peut-être tendre vers les livres numériques, parfois oui, c'est les circonstances qui l'imposent quand on se déplace souvent et que l'idée de lire un livre nous vient en tête alors qu'on ne l'a pas avec nous. Il est facile de se le procurer à travers le net pour pouvoir lire. Je pense que c'est des facilités, mais quand même, je crois foncièrement qu'on aura toujours besoin des livres physiques. Alors, est-ce que vous disposez d'une bibliothèque numérique ici? Alors, ça fait partie des projets. Je crois que ça doit faire quelques 2 années que le responsable de la bibliothèque, Madame Fall, est en train d'évoquer ce sujet-là pour faire de sorte que, je crois même qu'il y a déjà la base de données qui existe. Il reste peut-être juste à formaliser ça pour qu'il y ait cette possibilité-là de numériser toute la bibliothèque. Et moi, je pense que c'est une nécessité. Et peut-être c'est l'occasion de lancer l'appel pour que les gens également qui ont des compétences et qui sont là puissent venir accompagner ce projet-là de numériser, mais aussi que, parce que c'est des moyens qui le fait. La bibliothèque est au service d'une communauté. Il faut également que des membres de cette communauté-là puissent venir en aide pour accompagner ces genres d'initiatives. Et je pense que la numérisation de la bibliothèque aujourd'hui s'impose comme étant une nécessité parce qu'il y a des gens qui habitent peut-être loin, qui souhaiteraient avoir accès à des ouvrages, mais qui, au lieu de passer le temps de venir jusqu'ici, voir si ils peuvent, je crois, pouvoir consulter certaines choses depuis leur lieu de travail ou leur maison. D'accord. Alors, on va réellement parler de ces facteurs qui bloquent les gens, qui inhibent les jeunes à ne plus s'intéresser à la lecture. Alors, vous avez parlé de facteurs et justement, moi, mon téléphone a fait une notification et immédiatement, je me suis courbé pour voir de quoi il s'agit. Et je crois que c'est d'abord ça, le téléphone, les outils numériques. C'est l'émission que ces outils numériques-là ont fait. Finalement, je veux dire l'installation qu'ils ont fait, j'allais dire, dans notre vie. Le fait que les réseaux sociaux nous prennent énormément de temps. Ils sont non seulement chronophages et également, parfois, si c'était seulement le temps qu'on y perd, mais ce qu'on fait en fait de ce temps. Parce que si on les utilisait pour de bonnes causes, oui. Mais après, si ça nous détourne, par exemple, de quelque chose d'aussi fondamental que la lecture, je pense que c'est un problème. Ça bloque, ça empêche de lire, parce que tout simplement, ça enlève quelque chose d'essentiel
à tout lecteur et c'est la concentration. Quand un lecteur n'a plus cette possibilité-là de se concentrer, c'est qu'il ne peut plus se proclamer lecteur parce que la lecture exige d'abord et avant tout une concentration. Et les outils numériques aujourd'hui sont des blocages à cela. Je pourrais peut-être ajouter le fait que oui, actuellement, plusieurs personnes pensent que, alors, on peut se passer de la lecture pour diverses raisons. Mais moi, je pense que peu importe le domaine où l'on évolue, on aura toujours besoin d'avoir une culture, n'est-ce pas, une culture intellectuelle. Vous insinuez que la lecture est une nécessité? Je pense que c'est une nécessité, aussi bien que c'est une nécessité pour l'homme de manger, c'est une nécessité pour l'homme également de lire, parce que quand on nourrit son corps à travers les aliments, quand on prend soin, n'est-ce pas, de son corps à travers les lotions que l'on se met, quand on prend soin également de ses cheveux, de la même manière, on doit prendre soin de son esprit et cela passe par le savoir. On ne peut avoir accès au savoir sans lire, donc la lecture est une nécessité. C'est dans ce sens même que Victor Hugo dit lire, c'est boire et manger, l'esprit qui ne lit pas, maigrir comme un corps qui ne mange pas. Exactement. D'accord. Alors, est-ce que réellement, parce qu'on a constaté ensemble cette baisse des niveaux de langue des élèves, des apprenants, quand ils parlent français comme des vaches espagnoles. Parmi, vous verrez des étudiants qui ont la licence, qui ont le master, mais qui s'expriment mal en français. Et comme vous l'avez dit, c'est par cette langue qu'on passe, c'est une clé qu'on passe pour accéder aux connaissances. Alors, dans cet environnement, ici, plus précisément, ici à Yeumbeul, quelles sont vos politiques de sensibilisation, vous en tant que les jeunes? Est-ce que réellement vous avez vu une évolution en ce qui concerne l'intégration de ce club que vous avez mis en place? Alors, merci beaucoup. Bon, j'ai beaucoup aimé, Ismaël, quand vous parlez de baisse de niveau de langue, parce que souvent, on fait la confusion entre la baisse du niveau de langue et la baisse du niveau, tout simplement. C'est deux choses différentes. Passez-moi l'expression, quand vous dites niveau de langue, oui, ça fait référence à quelque chose d'extrêmement précis. On parle tout simplement d'une langue qui se parle, d'une langue qui s'écrit, d'une langue donc qui s'utilise. Et dans ce sens, je pense que c'est une réalité. Quand on se compare à nos petits frères qui sont au primaire, on sent tout simplement qu'il y a une différence peut-être dans le niveau de langue parce que peut-être, oui, dû à plusieurs contraintes, dû également aux évolutions que l'on ne pourrait pas citer nommément, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une réalité, qu'il y a de plus en plus cette tendance à noter des baisses de niveau de langue qui se généralisent en tout cas. Par contre, je pense que cela n'est pas une fatalité, oui, c'est une situation. Comme toute situation qui se présente, il faut des mesures pour essayer d'y remédier. Et c'est dans ce sens que nous avons entrepris ici le club de lecture. Il y a à côté le club d'anglais où nous sommes également membres dans la même bibliothèque parce que tout simplement nous sommes conscients du fait que quand les gens partagent ces lieux d'apprentissage, quand on côtoie des gens qui lisent, qui parlent, etc., c'est une manière, c'est un moyen pour nous, n'est-ce pas, d'acquérir d'autres savoirs. Et c'est dans ce sens que le club a intégré des activités qui permettent vraiment de développer cela. Par exemple, lors de nos séances, on commence par faire des jeux pour éveiller un peu, n'est-ce pas, l'esprit, mais en passant par l'orthographe, n'est-ce pas, la conjugaison. On fait par exemple même des recherches de mots sur le dictionnaire. C'est quelque chose qu'on faisait au primaire. Quand on le fait, on donne des mots, les gens, pour voir la rapidité pour trouver un mot. C'est des astuces et on le faisait et on pense qu'il a fallu quand même faire renaître ça. On fait également des séances de prise de parole en public où l'on permet à nos membres de venir présenter un auteur, de présenter des œuvres, de présenter également, de donner leur point de vue sur la lecture qu'ils ont fait. Exactement. Et cela permet tout simplement aux membres, n'est-ce pas, de se développer intellectuellement. Et je pense que c'est tout le sens du club de lecture. Évidemment. Alors, vous avez évoqué un aspect fondamental. Vous avez un peu parlé de la lecture, la nécessité de lire. Parce que c'est par la lecture qu'on passe pour avoir accès aux connaissances, que ce soit l'arabe, que ce soit l'anglais, que ce soit le français, même le wolof. C'est comme ça. Maintenant, on a dépassé peut-être, comment on l'appelle, le narratif. On l'a dépassé. Alors, est-ce que la baisse du niveau d'un élève peut impacter
sur la baisse du niveau des autres aspects. Parce que vous avez parlé de différences. Donc je pense que quand la personne ne maîtrise pas une langue à un niveau faible, son niveau de langue est faible, est-ce que cela ne peut pas répercuter sur les mathématiques, les SVT, les PC, etc. Bien sûr, parce que si on sait que, bien sûr, si on sait que oui, effectivement, on apprend à travers cette langue-là, donc oui, une baisse de niveau va forcément avoir des répercussions. Par contre, la raison pour laquelle j'ai voulu tirer cette différence, c'est que tout simplement, souvent, on voit des gens qui ont des difficultés peut-être avec la langue, oui, mais qui parviennent à exceller dans d'autres matières, par exemple. Voilà. Oui. Et je pense que souvent, c'est quelque chose qui te manque. Il faut juste aller dans le sens de combler ce manque-là. J'ai des difficultés pour m'exprimer en public. J'essaie de faire des efforts dans ce sens. Mon problème, c'est que ce n'est pas que je suis nul, mais c'est que je dois faire des efforts. J'ai des difficultés pour quand j'utilise les articles, je fais des erreurs. Ce n'est pas la langue avec laquelle je suis né. C'est très normal. J'essaie de m'améliorer. Et je pense que c'est à ce niveau-là que je voulais marquer cette différence pour montrer que oui, on peut avoir des difficultés dans la langue sans pour autant avoir des difficultés dans la vie. Par contre, comme vous avez dit, et effectivement, pour quelqu'un qui parvient à s'exprimer bien, à donner forme à sa pensée, à donner une certaine, en tout cas, logique à ce qu'il pense, je pense que cela serait toujours un atout très considérable. Et donc, il ne faudrait pas, parce que quand, oui, je peux m'en sortir, donc je peux minimiser la langue, il ne faudrait absolument pas, parce que d'abord et avant tout, la communication, elle est transversale, elle est partout. La communication, ne serait-ce qu'interpersonnelle, est très importante. Donc, il est très bien quand même de s'efforcer, n'est-ce pas, de maîtriser la langue pour pouvoir... Mais ce qu'on dit, c'est que tous les conservateurs, les traditionalistes, ils disent que cette langue nous a été imposée. Et le français de souche, il est dans son environnement. La langue utilisée dans sa maison, c'est la même langue utilisée dans la rue, utilisée à l'école. Nous, la langue nous a été imposée, que ce soit l'arabe, que ce soit le français, que ce soit l'anglais. Est-ce que donc il ne serait pas opportun de faire retour à nos sources, à nos valeurs, à nos langues d'une manière générale, comme le disait Charles? Je pense qu'il faudrait le faire. Enracinement, ouverture, je pense que c'est quelque chose qu'on épouse comme pensée. Par contre, il y a juste quelques jours, Ismaïla, le président de la République du Sénégal a répondu à une question de ce genre sur Al Jazeera lorsqu'il était à New York. Mais lorsqu'on lui a posé par exemple, la question concernant la francophonie, je pense que sa réponse a été très pertinente. Oui, c'est une langue qui est déjà là. Peut-être on l'a imposée. Oui, on nous l'a imposée. C'est une langue coloniale, etc., etc. Mais la réalité est que nous y sommes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'on devrait se dire que, ok, on va tout balayer et maintenant repartir sur de nouvelles bases? Je pense que ce n'est pas la conception de Cheikh Anta, même s'il était pour l'intégration des langues. Parce que lui-même, il a écrit en français. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est que l'effort qu'on doit faire, on ne doit pas attaquer la langue, attaquer les propriétaires de la langue. Non, notre combat doit être nous-mêmes. C'est-à-dire comment nous devons faire pour cultiver nous-mêmes nos langues locales, les parler comme ça se doit. Parce que nos problèmes parfois, c'est qu'on ne fait pas cet effort-là. Par exemple, moi, il m'arrive de poster sur WhatsApp des posts que j'écris en Wolof normal. Des gens m'envoient des messages. Oui, je l'ai appris avec une association qui enseigne le Wolof. Ça s'appelle Wolof ak Khamle. Mais quand j'écris souvent des choses sur WhatsApp, des gens même m'écrivent pour me dire parle Wolof. On me l'a souvent fait, parle Wolof. Alors que moi, j'ai écrit en Wolof. Mais c'est que, par exemple, ils ont des difficultés peut-être pour lire certaines lettres, etc. C'est une manière de vous dire que l'effort, c'est d'abord nous. Comment nous, on peut faire pour faire des efforts sur nous-mêmes, prendre sur nous-mêmes et apprendre nos langues. Ça, c'est une chose. L'autre aspect, je pense qu'il est très important, dans un monde de plus en plus global, dans un monde de plus en plus, en tout cas ouvert, d'essayer quand même d'avoir accès aux autres langues. Parce que quand on a accès, moi je suis étudiant en anglais, je sais que l'anglais m'ouvre énormément de portes, je sais que c'est une langue extrêmement importante, mais c'est parce que l'américain, l'anglais a valorisé sa langue. Exactement. La raison pour laquelle elle est comme ça, c'est qu'elle a été valorisée. Maintenant, moi, pour pouvoir imposer, en tout cas pour pouvoir présenter ma langue aux autres, je ne pourrais pas le faire en utilisant ma langue.
Par contre, je peux leur montrer les subtilités, la beauté, n'est-ce pas, la richesse de la langue wolof à travers l'anglais. Ça peut-être une voie parmi tant d'autres parce que l'anglais n'a pas maîtrisé ta langue ou votre langue et il te l'a imposé. Oui, maintenant. Pourquoi toi aussi, vous aussi, ne pas maîtriser sa langue et lui imposer? Exactement, parce que lorsqu'il venait, n'oublions pas que... On n'est pas en émission anglaise. Hein. Désolé, sorry, bon, désolé encore. C'est une habitude. Alors, quand les Anglais, ou les Français, en tout cas les colonisateurs, lorsqu'ils sont venus, n'oublions pas, ils ont d'abord envoyé des explorateurs, ensuite des missionnaires. Mais le processus, quand on regarde, c'est qu'il y avait un dessin derrière, il y avait un projet. Oui. Et ce projet, ils l'ont réussi, n'est-ce pas, subtilement, ils se sont installés et tout. Donc nous aussi, je pense que l'impérialisme, oui, étant comme politique de domination d'une nation sur une ou plusieurs autres, ce n'est pas une forme d'impérialisme quand on essaie d'imposer notre langue aux autres, mais c'est une nécessité de montrer que dans le concert des nations, chacun a sa place. Et que nos langues, on a salué quand Google Traduction, par exemple, a intégré le Wolof et d'autres langues africaines au niveau de leur plateforme pour permettre la traduction avec la traduction automatique et les outils d'aide à la traduction. Mais cela a été possible parce qu'il y a eu derrière des linguistes, mais des Africains qui ont appris les langues africaines, qui les ont imposées. Même si après il y a des rectificatifs, oui, il y a des critiques qu'on pourrait émettre à ce niveau, mais c'est parce qu'ils ont maîtrisé leur langue et maîtrisé nos langues pour pouvoir faire ça. Donc oui, retour aux sources ou avec X bien sûr, mais je pense que cela ne devrait pas nous amener quand même à vouloir exclure les autres langues qu'on a déjà acquises et qu'on pourrait peut-être... Voilà. Enracinement et ouverture. Prenez la pensée de Léopold Sédar Senghor. D'accord. Alors, vous avez ici un club d'anglais. Et le ministre, ou en tout cas les nouvelles autorités, ont même intégré l'anglais à l'élémentaire. En tant que passionné, parce que vous êtes étudiant, je rappelle, étudiant en anglais en L3 et vous vous exprimez couramment en anglais, quel est votre objectif sur cette initiative? Oui, bon, mis à part les réserves concernant peut-être l'accompagnement qu'il faudrait, parce que intégrer une langue nécessite aussi, oui, par exemple, il y a les défis liés aux outils, aux ressources pédagogiques. Il y a les défis liés également au personnel. Ressources humaines. Voilà, donc il y a, je pense, un arsenal quand même de mesures qui devraient venir accompagner cette initiative du gouvernement. Maintenant, mis à part ces réserves, moi je pense que c'est une bonne chose. Parce que, Ismaël, vous avez certainement des petits frères à la maison, vous connaissez comment ça se passe au primaire. Moi je pense que les 6 ans que nous faisons au primaire, on ne les exploite pas suffisamment. CICP, on fait pratiquement le même programme. Oui. C1, C2, même chose, CM1, CM2. D'ailleurs, les élèves de CM1 peuvent se présenter en candidature libre et réussir l'examen. C'est une manière donc de dire que intégrer l'anglais et l'informatique au primaire est une manière pour moi éloquente de montrer qu'on peut, en tout cas, ressourcer, outiller davantage les enfants pour les préparer. Parce que le temps qu'on fait à l'école, avant de pouvoir développer certaines skills, que ce soit en certaines compétences, que ce soit en informatique, que ce soit en anglais et dans d'autres domaines, je pense qu'on pourrait utiliser en tout cas le temps assez large de l'école primaire pour vraiment pouvoir faire ça. Et donc, dans ce sens, je pense que c'est une bonne mesure. Mais comme j'ai dit, il faudrait quand même que l'accompagnement qui s'y est vraiment se concrétise à ce niveau. C'est vraiment un débat passionnant. Parce que ça nous a permis, je peux dire même un fourre-tout, parce que c'est le débat qui ouvre beaucoup de portes. Et la raison pour laquelle le débat s'est passé comme ça, c'est qu'on parle de lecture. Et c'est la lecture qui est comme ça. C'est la lecture qui est comme ça. Donc, c'est vraiment, ça fait plaisir de voir des enfants qui s'intéressent aux connaissances, qui s'intéressent au savoir, qui s'intéressent à la culture. C'est rare de voir ça. Souvent, les gens sont dans les futilités, dans des choses qui ne apportent absolument rien. Donc, vraiment, ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette émission Feedback 100% interactive. Nous donnons la parole pour vos conseils, vos orientations en tant que passionné de lecture, en tant que fondateur du club d'anglais et du club de français de lecture ici au sein de la bibliothèque. Quel message lancez-vous à l'endroit des jeunes qui vous suivent? Bon, merci déjà à vous remercier. Je pense que comme vous avez dit, c'était un débat passionnant. On a beaucoup apprécié.
et vous remercier également l'équipe qui est avec vous, mais remercier aussi le club de lecture et les membres, les responsables de la bibliothèque, comme j'avais dit. Je pense que très souvent, on a voulu donner la parole aux autres pour parler du club de lecture, parce que je pense que c'est aussi ça. C'est une position assez inconfortable pour moi, journaliste, ayant l'habitude de recevoir, de me mettre là à répondre à des questions. Donc, mais c'était ma question là. Est-ce que ce n'est pas une usurpation de fonction? Non, absolument pas, absolument pas. Donc, c'était vraiment un plaisir. On a beaucoup apprécié. Mais les remercier, n'est-ce pas, pour ce choix, pour cette confiance. Et j'espère que j'ai été à la hauteur. Le message, peut-être, il sera très simple. C'est vraiment de dire et de répéter qu'il est urgent, qu'il est nécessaire de retourner aux livres, de retourner au savoir, de retourner aux connaissances. Et cela passe par la lecture. Et que peu importe les distractions, peu importe peut-être les choses qui viennent, passez-moi l'expression, qui s'immiscent en tout cas dans nos vies, il faudrait qu'on trouve le temps de lire, parce que la lecture permet d'avoir accès au savoir, la lecture permet de cultiver, en tout cas de se cultiver, de se forger une identité, mais aussi d'avoir accès aux connaissances, à tout ce qui a eu à se dire, pour pouvoir se faire, ne serait-ce que pouvoir se faire sa propre opinion. Et je pense donc qu'il faut que tout le monde lise, que tout le monde s'intéresse au savoir, et cela passe par les livres. Et donc, by the way, j'invite les gens à notre club de lecture. Déjà, on prépare la rentrée des lecteurs qui se fera dans les semaines à venir. On invite tout le monde à venir participer avec nous pour que rayonne la lecture, pour que rayonne le savoir. D'accord, nous l'avons entendu ensemble, chers internautes. Nous avions le plaisir de recevoir Abdoulaye Wade. Je rappelle, c'est un étudiant en L3 à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Il est également diplômé en journalisme, communication et métiers du web à ESICOM. Membre fondateur du club de lecture de la bibliothèque du GCGN, mais passionné de journalisme, de communication et des médias. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci.